Omar El-Kindi. Merci, c'est Rachid. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes militant associatif. Alors, Omar El-Kindi, après la mise en vigueur de cette loi aussi qui était tant attendue par les mouvements féministes de lutte contre la violence faite aux femmes, donc qui est effective depuis mercredi, le 12, donc là, c'est une autre loi, un autre environnement juridique qui va être mis en place à partir du 2 octobre prochain, celui qui a trait à l'employabilité des travailleuses et travailleurs domestiques. Absolument. Donc, compte tenu que vous êtes un militant de la première heure et que c'est une cause que vous avez transformée en combat, voilà, il n'y a pas mieux qu'invité en termes de profil qu'Omar El-Kindi pour nous parler de ça. Cette loi, grosso modo, elle était très attendue. Est-ce que vous êtes déjà, dans un premier temps, Omar El-Kindi, est-ce qu'il est satisfait? Me concernant, il faut d'abord que je dise qu'il n'y a pas que moi. Il y a tout un ensemble d'individus, femmes et hommes, dans le collectif pour l'éradication de l'exploitation de petites boules qui travaillons depuis une dizaine d'années sur la question. Alors, concernant la loi, est-ce que satisfait? C'est-à-dire, c'est assez, comment dire, difficile à dire. Satisfait, oui, sur le principe qu'il y ait dans notre pays un cadre qui réglemente le travail domestique qui concerne des milliers d'individus. Il n'y a pas eu de précédent. C'est la première fois que le Maroc se dote d'un cadre législatif encadrant le travail du personnel domestique, c'est ça? Historiquement, on a eu en 2004 le Code du travail qui a exclu dans son article 4 les travailleurs domestiques et les travailleurs dans les activités artisanales, et il fallait combler cette lacune puisqu'il y est prévu une loi spéciale. Cette loi, on a commencé à en parler dans les années 2005 et on a abouti en 2016. C'est la première fois, en effet, que ce travail-là est réglementé. Pour vous, grosso modo, bonne loi. Parce qu'on va rentrer dans le détail ensuite des Je différents... ne suis pas pour dire bonne loi, non pas pour pinailler ou pour avoir une attitude négative, mais simplement, c'est une loi, c'est un cadre, et évidemment, qui n'est pas complet, qui est loin d'être satisfaisant, mais qui a l'avantage d'exister. Et beaucoup de gens, dont en grande majorité des femmes, en avaient besoin et l'ont aujourd'hui. Justement, on va rentrer là-dedans. Moi, j'aime bien, si vous permettez, situer un petit peu aussi les choses. Vous l'avez fait, on dit voilà, il y a au moins aujourd'hui un cadre juridique structurant. C'est ça pour les différents acteurs, pouvoir public et militants associatifs. Mais c'est-à-dire, on parle de combien de personnes? Est-ce qu'aujourd'hui, parce que je sais que vous êtes sur le terrain depuis très longtemps, moi j'ai vu en préparant l'émission beaucoup de chiffres circuler, est-ce qu'il y a entre 70 000 et 100 000 personnes qui seraient concernées par cette loi? Est-ce que c'est ça? Oui. D'accord. Plus près de 100 000 ou plus près de 70 000? Parce que j'ai les faits, espèce de fourchette. Alors, les chiffres dont je dispose et qui sont malheureusement relativement anciens, c'est de l'ordre de 60 000 seulement pour les petites boules, les mineurs. Oui. Maintenant, pour les autres, il doit y en avoir beaucoup plus. Je pense que l'HCP doit avoir des données que je n'ai malheureusement pas, que je n'ai jamais eues. Donc, grosso modo, on est sur un volant de personnes concernées par cette loi relative donc, au travail domestique de 100 000 personnes. Très important. C'est ça, très important. Absolument. Ces personnes-là, grosso modo aussi, deuxième point, deuxième aspect, est-ce que c'est des enfants, des jeunes, qui sont issus de milieux défavorisés pour la plupart, ou on est sur du 100%? Lorsque nous avons commencé à travailler à ce moment-là sur la prise en charge, c'est un autre aspect du travail sur la protection des enfants, nous avons trouvé une corrélation entre la carte de 2005 de l'INDH, la carte de la pauvreté, oui, et les foyers émetteurs de petites boules. Donc il y avait une similitude, c'était quelque part... Plus, évidemment, la partie périphérique des grandes villes. Ça, effectivement, il y a une corrélation directe entre petites boules, bonnes, de manière générale, et la situation socio-économique. Donc essentiellement les plus démunis. Dernier petit chiffre aussi, juste en termes de tendance pour ceux qui nous écoutent et qui vous écoutent essentiellement. Est-ce que c'est plutôt des jeunes issus du monde rural, des périphéries des villes? Est-ce qu'on a des tendances un peu lourdes là-dessus? Les deux, dans la mesure où aujourd'hui, vous connaissez très bien l'aspect ruralisation des villes, donc la périphérie... Urbanisation, parce qu'il y a ruralisation et urbanisation au niveau des villes. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a des foyers ruraux particuliers qui fournissent un nombre très important de petites filles pour l'exportation en ville, dans différentes grandes villes. Avec des réseaux... Et quelque chose que je dois dire, je ne sais pas quand vous allez me poser la question, mais je vais vous le dire tout de suite, 75% des personnes qui emploient ces filles sont des cadres supérieurs, voire universitaires.
Donc vous êtes en train de dire quoi, 60. Omar El-Kindi? Vous êtes en Je train de suis dire en que train de 75% de la je suis en train de dire. population qui emploie des jeunes mineurs pour des tâches domestiques à la maison proviennent de la classe moyenne, urbaine, Moyenne aisée, donc moyenne supérieure. Ce qui signifie que s'il y avait une campagne à faire, ça serait de sensibiliser ces personnes-là, cette classe, ces groupes d'individus à l'anomalie de leur comportement qui est absolument antisocial et anti-citoyen. Quand vous dites anomalie, c'est quoi? Illégalité? C'est un manque d'éthique? Parce que vous dites quelque part, C'est-à-dire, vous pointez du doigt, entre guillemets, cette classe moyenne supérieure marocaine qui emploie... Ils contribuent à la catégories de prolifération. Ils font un appel d'air sur le plan économique. Ils sont en train de perpétuer dans certaines zones ce marché-là en favorisant la prolifération des intermédiaires. C'est ça ce qu'ils font. Donc c'est cette classe C'est à la limite comme les addicts à la drogue ou autre chose qui favorisent un marché. Vous êtes un peu dur, non, avec la classe moyenne, avec notre classe moyenne nationale? Vous savez, parce que déjà qu'elle se fait ponctionner, elle râle parce qu'elle paye beaucoup d'impôts, elle n'a pas de service. Je constate que quand on est porteur d'un certain nombre de connaissances, quand on a une place dans la société qui est censée nous ouvrir sur des valeurs, sur des choses, pas forcément les adopter, mais les ouvrir, nous les faire connaître, on n'a plus le droit d'user de choses qui sont contre-citoyennes. C'est-à-dire je suis numérisé, je suis digitalisé, je suis connecté avec le monde extérieur, j'ai un smartphone, à l'aise avec tous les logiciels, et en même temps, j'emploie des jeunes filles mineures. Dans notre campagne de oui. communication, nous avions reproduit une image d'une bonne femme qui est en train de se maquiller, de finir de se maquiller, et en regardant dans son miroir, disant la petite fille qui est accroupie à gratter le sol, va me chercher mon ordinateur pour signer la pétition contre le travail des petites bonnes. Donc ça allait dans ce sens. En fait, oui. C'est une espèce de cliché pour vous qui est... Absolument. Vous n'avez pas forcé le trait. C'est Absolument. effectivement donc cette classe moyenne Absolument. supérieure. Ouais. Alors, je préfère mieux que je reçoive des millions de démentis, j'en serais heureux. D'accord. Mais ça m'étonnerait que j'en reçoive. Donc c'est une loi qui va surtout, selon vous, interpeller essentiellement la classe moyenne supérieure marocaine Bien et évidemment. urbaine. Et dans le même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a une classe moyenne, j'allais dire plus basse économiquement, qui, elle, est structurellement organisée autour de la petite bonne. Quand vous prenez un couple avec un enfant ou deux, qui est dans un petit appartement, qui doit payer l'école, la voiture, le match, et il a besoin de quelqu'un pour s'occuper de la maison et des enfants, qu'est-ce qu'il fait? Appel à petite bonne du doigt un tel, de la copine, de machin, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça devient structurel pour certaines familles. Oui, ça fait surtout une pratique sociale. Parce que justement, la question que je voulais vous poser avant de voir les effets induits sur les différents volets de cette loi qui va rentrer en vigueur, je le rappelle, le 2 octobre prochain, Omar El-Kindi, je me dis, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une espèce de pratique? Vous savez, tous les pays, toutes les cultures ont leur propre tradition. Voilà. Donc jusqu'à présent, je suppose, je parle sous votre couvert, que pour avoir effectivement une personne qui vient remplir des tâches ménagères à la maison, je passe par un ami, est-ce que tu ne connais pas éventuellement d'eux, qui elle-même emploie une domestique et qui va... Voilà, c'est un petit peu ça le circuit aujourd'hui. Est-ce que je peux refuser le caractère culturel de cette pratique? Vous avez tous les droits. Cette pratique n'est pas culturelle. Cette pratique, elle est porteuse d'autre chose. Elle est porteuse de la négation de l'égalité homme-femme. Parce que les familles émettrices font d'abord travailler les filles avant les garçons. Elle traduit la féminisation de l'exploitation. Elle traduit tout ce qu'il y a de vil vis-à-vis de la femme. C'est une atteinte aux droits humains et aux droits de l'enfant en particulier. Donc on ne peut pas dire que c'est culturel. Que ça soit habituel, je veux bien, mais culturel, non, parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire que notre culture est porteuse de ce genre de choses. Donc c'est bien, c'est effectivement pas culturel pour vous? Pas pratique sociale courante? C'est une pratique sociale indigne. Oui. C'est une pratique sociale... Qui n'était pas illégale jusqu'à présent et qui ne le sera pas jusqu'en 2 octobre, bien évidemment. Qui était plus ou moins... Toléré par l'État. Toléré, mais il y avait un aspect très important. C'est que les gens qui pratiquaient cette classe dont on parlait, elle avait la crainte d'être découverte. Quand on vient leur dire, écoutez, non, employez la fille, ils la lâchent tout de suite. Mais aujourd'hui, de par cette loi qui autorise pendant 5 ans l'exploitation des 16-17 ans, ils sont dans la légalité totale. Ce qui est absolument absurde du point de vue de la Convention internationale des droits de l'enfant et toutes les conventions traitant du travail des enfants à l'OIT, à l'Organisation internationale du travail.
Très bien. Et dans la Constitution, article 33-34. De la nouvelle Constitution de Absolument. 2011. Juste sur les changements majeurs. Aujourd'hui, par rapport à ces fameux circuits, vous avez parlé de circuits informels, réseaux plus ou moins mafieux, entre guillemets, je ne sais pas, voilà, en tout cas informels, anarchiques, hein, qui jouaient ce rôle d'intermédiaire. À partir du 2 octobre, est-ce qu'il va y avoir des changements? Il faut séparer deux choses. Oui. Il y a la réglementation, la régulation du travail ou de l'emploi des personnes adultes. Oui. Ça, de ce point de vue-là, la loi a apporté un certain nombre de choses. Au-delà de 18 ans. Dont, par exemple, le contrat, dont, par exemple, la protection, dont, par exemple, le congé, dont le salaire, un certain nombre de choses, le contrat obligatoire, un certain nombre de choses comme ça. Donc, tout ça, c'est très bien. Il appartiendra, cependant, aux syndicats que j'appelle d'ici, de se mobiliser pour regarder de près, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, même pour les personnes adultes. Mais ça, c'est un autre aspect. Oui. Là, le deuxième aspect, qui a été inclus dans cette loi, je ne sais comment, quoique je le sache un peu. Dites-le alors, vous savez. Je vais vous le dire. Nous étions pour une loi pour la protection de l'enfant de manière générale, Ouais. qui serait la traduction du plan d'action national pour la protection de l'enfance édité en 2015 et qui devait, en 2005, qui devait aller jusqu'en 2015. Il y avait déjà Madame Yasmina Baddo, à l'époque Qui était secrétaire ministre qui était de secrétaire la solidarité. Bien. À partir de là, le ministère de l'Emploi a voulu combler la partie travail domestique qui est prévue dans le code. Et il a sorti un texte qui parlait de 15 ans, ce qui était absolument aberrant. Donc, 15 ans, c'est l'âge minimum. L'âge minimum, Voilà, de 15 ans. pour Bien, travailler, ouais. qui était la copie conforme du Code du travail. Nous nous sommes bagarrés comme pas possible. Et nous avons obtenu auprès du ministère de la Solidarité un texte qui criminalise d'une certaine manière le travail des domestiques des enfants, des mineurs. Le secrétariat d'État, le secrétaire général du gouvernement a demandé à ce qu'il y ait fusion. On a créé une commission qui n'y comprenait manifestement rien et qui a donc inclus les dispositions concernant les mineurs avec les adultes. Et on en est sorti avec quelque chose qui parlait de 15 ans, qui a été rejeté au niveau du Conseil du gouvernement minimum 2 fois, que je m'en souvienne, et il y est passé 4 ministres. D'accord. Alors, le dernier gouvernement, avec une campagne du tonnerre de Dieu, avec l'avis du CNDH, l'avis du Conseil économique et social. Parce que ça met du temps, en fait. Mais bien sûr, l'avis du Comité des droits de l'enfant de l'ONU, tout ce monde-là, on a réussi à obtenir auprès de ce ministre et de sa majorité 16 ans. Pour passer à 18 ans, ils sont arrivés à un compromis bizarre qui est 17 ans pendant 5 ans. Pourquoi? Comme pour liquider un stock. On n'en sait rien. On n'en sait fichtrement rien. Et du coup, nous nous trouvons aujourd'hui avec une loi qui autorise cette chose. Demain, à partir du 3 octobre au matin, cette classe marocaine supérieure ou inférieure, ou en tout cas au revenu plus modeste ou autre, lorsqu'elle doit faire appel à des travailleuses ou travailleurs domestiques, il faut qu'elle fasse quoi? Elle se dirige vers où? Elle frappe à quelle porte? Est-ce qu'elle doit aller se diriger vers les agences intérim? Est-ce qu'elle doit se diriger vers des organisations associatives? Est-ce qu'il va y avoir des structures publiques-privées qui vont être mises? Voilà, comment ça va se passer? Alors la question, parce que c'est fou quand on que vous n'avez pas posée, oui. La question que vous n'avez pas posée, oui. la loi y répond en creux, oui. Il répond en négatif, c'est-à-dire elle criminalise l'intermédiation des personnes physiques contre rémunération. Parce que j'allais vous poser aussi la question. Mais... Ils sont passibles d'amende, ils sont passibles d'emprisonnement, ouais. etc. Ok, ça c'est la réponse de la loi, c'est-à-dire elle interdit. Oui. D'un autre côté, elle autorise les sociétés d'intérim, donc les sociétés de recrutement, donc les structures privées, structures privées, mais ne les pénalise pas. Il ne prévoit pas de pénalité pour ces C'est-à-dire que leur responsabilité physique ou morale ne sera jamais engagée. Voilà. Du coup, c'est ça que ça veut dire. Les gens vont se débrouiller. Alors, ce qui est vicieux dans ce truc-là, c'est que pour la signature d'un contrat, on dit que pour une mineure, il faut l'autorisation du tuteur. Il faut un tuteur avec un truc légalisé, machin, etc. Pour l'autoriser à signer ce contrat. Cela signifie quoi? Connaissant les structures sociales que vous connaissez comme moi, ça va tout simplement légaliser
d'une certaine manière, le rôle des intermédiaires qui hier était samsar, aujourd'hui il devient tuteur. C'est ça donc ce il qui va y va avoir se un transfert passer. de statut. Absolument. Mais juste, donc ça veut dire quoi? Parce que j'ai potassé moi un petit peu ce projet de loi 1912 hier soir. Il est loi aujourd'hui, il n'est plus projet. Ouais, projet de loi. Il est loi en fait est mis en vigueur à partir du 2 octobre. On a l'impression qu'à partir du 3 octobre, en fait, où on continue les anciennes pratiques sociales pour le recrutement de travailleuses domestiques, c'est-à-dire le circuit traditionnel, l'existant, parce que le monde vers lequel on va basculer, en fait, en termes de modèle, c'est pas clair. Pourquoi c'est pas clair? Pourquoi sur ce point-là, sur cet aspect-là, c'est pas clair? Là-dessus, c'est pas très clair. Il y a 2 points qui sont pas clairs dans cette loi, c'est ce point-là et les affiliés ou pas à la CNSS. Alors qu'on leur demande de cotiser. Donc on va rester sur le premier point parce et la que CNSS ensuite. ça concerne tout le monde. Voilà. La CNSS va le régler tout de suite. Ouais. Parce que l'article, le Daïr de 72 qui crée la CNSS exclut également Donc il le va personnel. falloir rafraîchir À ça. l'époque, on l'appelait personnel de maison Ouais. et demander un décret spécial. Semble-t-il que le ministère l'aurait préparé, il est à l'étude. Bien. Ça, c'est un aspect. Ouais. Par contre... Donc ça va être réglé. Théoriquement, ça devrait être réglé. Par contre, quand vous me dites qu'est-ce qui va se passer demain, Oui, à partir du 3 octobre au matin. ce qui nous préoccupe, nous, c'est que deviennent les filles aujourd'hui par milliers en situation d'exploitation de moins de 16 ans. Rien Vous faisiez n'est fait. référence à ce fameux stock comme pour celles et ceux qui sont demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, Ouais. on va arriver avec une loi sur une situation, rien n'est prévu dans aucun département ministériel pour s'occuper de cette population. Or, je vous signale, et il faut que les auditeurs, les téléspectateurs le sachent, pour s'occuper de ces filles-là, il faut les retirer, il faut les accueillir, il faut les réhabiliter mentalement, médicalement, Un réconfort il faut psychologique, les ça réinsérer dans une famille, il faut le remettre à l'école. Et tout ça, c'est un boulot considérable. L'État n'a ni les moyens, ni encore moins les compétences pour le faire, et personne n'a pris ce travail. C'est aussi valable demain, le 15 octobre ou le 15 novembre, quand on va découvrir une fille en situation illégale. Qu'est-ce qu'on en fait? Rien n'est prévu pour le faire. Absolument rien. Très bien là-dessus. Je voulais aller aussi sur un autre aspect. Vous avez fait référence toujours une fois de plus à la classe, à la CSP supérieure, la classe moyenne supérieure, peut-être qui est directement effectivement concernée, sur les revenus. Donc ces travailleurs domestiques, essentiellement d'ailleurs des femmes, auront un statut, comme Oui. d'ailleurs l'employeur qui aura ce statut d'employeur, parce qu'il y a Oui. aussi des termes qui ont été proscrits, Absolument. ça d'une part. Mais deuxièmement, sur les revenus. Apparemment les choses vont être clairement établies, c'est clair, on parle d'un revenu qui devrait osciller entre 1500 et 1600 dirhams. On parle du minimum légal qui est 60% du SMIC. Du SMIC, du salaire minimum. Donc- Ça équivaut à 370 dirhams par semaine. 370 dirhams par semaine. Réfléchissent Donc si on fait davantage x4, x5, en fonction d'eux, on est ça autour fait de 1500. 1540 dirhams. 1540 dirhams. Omar qui dit aujourd'hui, une domestique qui travaille à temps complet dans un ménage, elle perçoit combien? Attendez. Selon... Oui, mais c'est une question Non, attendez. Allez-y. Pour moi, nous régulons un marché. Après, ça sera l'offre et la demande. Ça, c'est un autre aspect qui n'a Donc on va rien arriver à sur voir. un modèle libéral. Ah, mais écoutez, Non, mais je vous pose la question. Est-ce Mais- qu'on est sur un mode de fonctionnement un peu administré Mais- avec l'État ou c'est que ça va être un marché mais ouvert le offre et demande qui va modèle faire le- économique et social du pays est dans le monde libéral. C'est pas seulement le travail domestique. Pas tout le temps. Mais bon, ça c'est un autre débat. on pourra en discuter, Tout à quoi fait. qu'il en soit. La loi dit c'est 60% Du minimum. salaire minimum, ouais. Légal. Non compris la cotisation à la CNSS cote-part, quand oui. elle sera appliquée, Ouais. et non compris le manger, etc., tous les frais d'existence de la fille. Qui seront dans la déduits maison. qui seront déduits Bien dans sûr, les 1500 c'est dirhams. du net que va toucher l'employé de 1500 dirhams net la ou travailleuse. 1500 dirhams sans les déductions de charges Non, par non, CNSS? ça, net. Net. C'est-à-dire 1500 dirhams. les autres charges sont Oui. prises par l'employeur, absolument. Mais après, si une fille ne veut pas travailler à 1540 dirhams, on entre dans un système de négociation qui n'a plus rien à voir ni avec la loi, ni Et avec qui autre chose. concerne l'employeur et l'employé. Absolument. Pas l'État, Ça pas sera- le monde associatif, Personne, rien du tout. bien sûr. Pas d'inspection du travail aussi, parce que Ils je crois vont que l'inspecteur du établir, travail... Oui. par contre, ils vont établir un contrat. Et dans le contrat, ils vont indiquer le salaire, ça c'est clair. Mais ça, c'est un aspect. Très souvent, évident. c'est pour ça que je vous faisais référence en début de débat au Marguerite sur un peu le profil social de ces jeunes travailleuses et travailleurs. Donc, vous l'avez dit, vous l'avez très bien mentionné sur population socialement démunie, donc fragile, population fragile. Est-ce que cette loi va permettre un peu de les protéger un petit peu plus face à des
employeurs qui vont aujourd'hui devoir aussi accepter de nouvelles règles et notre nouveau mode de fonctionnement avec son personnel de maison. Si nous devons changer de modèle, ouais. Il faut adopter le nouveau modèle suivant des critères modernes. Or, pour moi, je vois les syndicats faisant partie de cette négociation et de cette... Ils n'ont jamais parlé, il appartient aux syndicats comment vous expliquez que les syndicats, ils n'en ont jamais parlé? C'est pas qu'ils en ont jamais parlé, mais il y avait une ambiance de fin de mandat qui a fait qu'il y a tellement de choses que finalement... Mais par contre, ce que je dois témoigner ici, oui, c'est que les syndicats nous ont été un grand soutien, aussi bien dans notre combat, si je peux appeler ça comme ça, que dans les chambres, dans la deuxième chambre du Parlement. Ça, je dois le reconnaître au niveau de la Chambre des conseillers. Et nous le rassurons gré, absolument. Donc juste dernier petit point, Omar El-Kindi, sur le fait que c'est soit un cadre juridique qui a une durée de vie, entre guillemets, de 5 ans. Oui. Voilà, parler de transition, d'expérience. Et celui-là va nous amener, si vous voulez bien, à une question qui est la question du contrôle. Or, la question du contrôle aujourd'hui est confiée à l'inspection du travail. Ouais. Et chacun sait qu'aujourd'hui, on a de l'ordre de 400 et quelques inspecteurs du travail. Sous-effectif, donc. Et ça n'augmente pas, c'est tout le contraire. Et ils doivent s'occuper d'abord des conditions de travail dans le milieu ouvert, c'est-à-dire dans les industries, services, etc. Ils n'y arrivent pas. Là, on leur demande de s'occuper d'enfants, ce qui signifie des compétences particulières. Bien sûr. Des moyens particuliers, des procédures particulières. Et là, c'est prévu ou pas? Non. J'ai rien vu, moi, dans la loi. Non. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Pire que ça, il n'y a même pas eu de séance d'information et de formation en prévision de l'entrée en vigueur. Parce que vous imaginez, parmi les dispositions qui sont prises, c'est exactement la copie conforme du Code du travail. En cas de conflit, on va chez l'inspecteur. Est-ce que, raisonnablement, une fille de 17 ans qui vit chez vous, qui dort chez vous, qui mange chez vous, qui dépend de vous d'une certaine manière, va prendre ses affaires, sortir, aller à l'inspection du travail, je ne sais où, et il va vous apporter la convocation, il va dire, écoutez, demain 8h, on se moque de qui? C'est impensable. C'est irréalisable. C'est irréalisable. Mais en tout cas, cette loi, grosso modo, vous saluez son existence et vous saluez son application prévue le 2 octobre prochain, grosso modo, même s'il y a des choses qui vont s'ajuster. Pour les personnes qui sont aujourd'hui dans le non-droit, c'est une chose extraordinaire. Maintenant, et c'est là le propre d'une loi, c'est d'évoluer avec la société. Et c'est de là où j'appelle à ce que les syndicats s'organisent avec la société civile, 1, pour sensibiliser les travailleurs, et 2, pour faire respecter la loi, et 3, pour la faire évoluer. Tout à fait. Alors juste une dernière petite question, Omar El-Kindi. En l'espace d'une semaine, donc cette rentrée, on attendait cette rentrée politique qui tarde un petit peu, la rentrée économique se fait tout doucement, avec déjà une forme de pression pour le nouvel argentier du pays qui doit préparer sa première loi, premier projet de loi de finances. On reste toujours dans la loi, toujours dans les cadres un peu juridiques. Et puis là, on a eu, dans la même semaine, enfin, en l'espace d'une semaine, 15 jours, cette loi aussi qui était attendue par les mouvements féministes de lutte contre la violence faite aux femmes. Et puis 2, c'est... Pardonnez-moi, ce n'est pas la loi qu'attendait la société civile. Oui, en tout cas, cette loi 103, grosso modo... Vous attendez bien autre chose en tout cas, elle est là, qu'un simple remaniement du Code du travail, du Code pénal. Du Code pénal, voilà. Ça, c'est une autre discussion. Mais en tout cas, je me dis déjà, est-ce que c'est une rentrée à coloration sociale, avec la priorité donnée au social, hasard du calendrier ou pas, où on a 2 lois importantes, parce que moi, je considère qu'elles sont importantes d'un point de vue sociétal pour les 5-10 prochaines années. Voilà. Ou à la fois la loi de lutte pour lutter activement pour protéger les femmes victimes de violences et à la fois pour protéger les travailleuses et les travailleurs domestiques. Donc voilà. Hasard du calendrier ou pas? Le fait que ça tout tombe à la... Je pense que c'est hasard du calendrier pour la bonne et simple raison que je n'ai pas l'impression que le gouvernement ait une vision sociale claire, systémique, avec un échéancier. Je pense que c'est le hasard du calendrier, puisque les 2 lois dont vous parlez ont été reportées jusqu'au moment où il fallait les passer. Par contre, il y a autre chose qui est en cours et qui nous interpelle aussi, comme pour les petites bonnes, c'est le projet de loi sur le travail en milieu artisanal qui, lui, va reposer encore une fois la problématique de l'âge. Pourquoi? Parce qu'il écrit noir sur blanc dans la Convention 182 de l'OIT, de l'Organisation internationale du travail, que les travaux dangereux doivent être interdits aux enfants.
sans délai. Travaux à risque. Sans délai. Dangereux, c'est comme ça Tout à fait, l'intitulé. je crois qu'il y a à peu près 150 ou 160 millions d'enfants dans le monde. Le dernier rapport du HCP est angoissant pour l'avenir de nos enfants. Omar Kindi, dernière petite question. Vous êtes un acteur associatif qui est sur le terrain depuis des années, qui avait côtoyé, négocié, proposé, échangé avec différents responsables publics, politiques, d'accord, quelles que soient les responsabilités au niveau des ministères. Est-ce que c'est la loi de protection contre la violence faite aux femmes et cette loi pour encadrer le travail et le travail des domestiques? Est-ce que vous dites bravo Bassima? Alors, j'aurais pu le dire si Bassima s'était occupée des enfants. Malheureusement, elle a été privée de cet aspect-là, et c'est le ministère de l'Emploi qui s'est occupé de la loi sur le travail domestique et qui a traité des enfants, et jamais le ministère de Mme Bassima Harkaoui s'en est occupé. Peut-être qu'elle s'est concentrée sur la loi de lutte contre la violence faite aux femmes. On n'est pas au marché pour faire le tri de ses besoins. On est en devoir, on est en responsabilité. Théoriquement, ce qu'on attendait, nous... Je vous signale également, pour Mme Harkaoui, que la politique publique intégrée de protection de l'enfant, la PIP, qui a été validée en grande pompe en 2013, est toujours dans les tiroirs aujourd'hui. Nous l'attendons également, celle-là. Et elle aurait pu inclure tous ces problèmes qui concernent l'enfant. Mais si on essaie d'être le plus objectif possible, est-ce qu'on se dit, voilà, est-ce qu'on peut mettre à l'actif de Bassima Harkaoui, en sa qualité, attention, de ministre de la Femme et de la Solidarité, et de la famille, la politique familiale, le fait, ces deux lois. Je ne suis pas là pour faire... Non, mais justement pour... pour donner des satisfecit. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je juge un gouvernement. L'ancien gouvernement n'a rien fait pour l'enfant. Celui-là est en train de faire quelque chose d'absolument absurde pour l'enfant. J'aurais aimé pouvoir dire aujourd'hui bravo. Malheureusement, je ne peux... rien ne me permet de le dire. Vous allez attendre 5 ans après la phase un peu expérimentale et transitionnelle. On n'attend pas 5 ans parce que nous avons des revendications claires. Nous voulons l'abrogation de cette longue période. Il n'y a aucune raison. Aucune raison. Le délai de 5 ans qui a été octroyé, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, absolument. Omar Kindi, merci beaucoup. Je vous en prie. D'avoir accepté notre invitation au débat, de nous avoir éclairé surtout sur cette nouvelle loi censée encadrer, qui va être un nouveau cadre structurant pour protéger les travailleuses et les travailleurs domestique qui rentrera et qui sera effective à partir du 2 octobre prochain. Une loi qui viendra après celle qui a été votée et mise en vigueur pour la lutte contre la violence faite aux femmes. Bien sûr. J'en appelle aux familles, soit émettrices, soit qui reçoivent ces petites bonnes, d'avoir le sens du droit de l'enfant et d'arrêter cette pratique. Parce que c'est là que ça se passe. Les lois, les machins, tout ça, c'est bien. Mais c'est là que ça se passe. Il faut qu'on en revienne au respect des droits de l'enfant dans toutes les situations et dans tous les lieux de ce pays. Vous appelez grosso modo beaucoup plus d'humanisme de la part de certaines catégories sociales qui emploient des jeunes filles mineures. Absolument. Un peu d'éthique, un peu de valeur, ça ne coûte pas cher et ça peut rapporter gros. Complètement. Et moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et vous remercier une fois de plus. Merci beaucoup. Merci à vous.